journal, voici les titres. La guerre s'enflamme sérieusement au Proche-Orient. Israël attaque le Liban tandis que la milice chiite bombarde l'État hébreu. Marine Le Pen et le RN devant les tribunaux, ils sont accusés de falsification d'emploi. Les tempêtes ravagent les États-Unis, des villages entiers inondés. Après une fuite d'eau dans le réseau d'eau du canton de Genève, et plusieurs communes qui se retrouvent sans eau depuis quelques jours. Il y a 30 ans, les massacres avaient lieu dans la secte du Temple solaire, plus de 70 victimes. La Lune, cela fait un demi-siècle que l'on n'a pas marché dessus, mais vous allez voir que nous pourrions nous y installer bientôt. Ce week-end à Neuchâtel, on vous emmène à la fête des vendanges. Et en fin de journal, nous irons au musée d'ethnographie, le Petit Neuchâtel nous y emmène. Bonjour à toutes et à tous. Israël dit avoir attaqué le Liban, mais cette attaque est tellement discrète que même le Liban en doute. En tout cas, la milice chiite qui fait partie du Liban se venge de l'assassinat de son chef en bombardant Israël. Le reportage de la RTS. Un immeuble pulvérisé par un missile israélien aujourd'hui près de Saïda, dans le sud du Liban, où Israël intensifie ses bombardements. À Beyrouth, le quartier général où se cachait Hassan Nasrallah n'est plus qu'un amas de ruines. Une victoire pour le Premier ministre israélien qui désormais menace le régime des mollahs. Citoyens d'Israël, ce sont de grands jours qui ressemblent à un tournant historique. Au régime des ayatollahs, je dis, quiconque nous frappe, nous le frapperons. Il n'y a pas d'endroit en Iran ou au Moyen-Orient que le bras long d'Israël ne puisse atteindre. Et aujourd'hui, vous savez déjà à quel point c'est vrai. Ciblant des sites stratégiques du Hezbollah, les forces israéliennes ne relâchent pas leur offensive. Plongé dans l'inconnu et l'incertitude après la mort de Hassan Nasrallah, le Liban est aussi confronté à une crise humanitaire. Après 6 jours de frappes intensives, des centaines de milliers de Libanais se sont retrouvés à la rue. Leur nombre est très important et pourrait atteindre 1 million de personnes. 1 million de Libanais. Ça pourrait être le plus grand déplacement de population de l'histoire du Liban. Pour faire face à l'ampleur de la catastrophe, le Programme alimentaire mondial annonce aujourd'hui le lancement d'une opération urgente pour fournir une aide alimentaire immédiate à 1 million de civils libanais. Beyrouth, capitale du Liban. Pas moins de 18 communautés religieuses y vivent, côte à côte. Nous sommes sur la ligne de démarcation. À ma droite, c'est la zone chrétienne. Et là, c'est la zone d'influence du Hezbollah. Dans le quartier chrétien aujourd'hui, pas de manifestation de joie, mais personne ne regrette la mort de Hassan Nasrallah. Habitant d'ici, bien sûr, non, je ne supporte pas Hezbollah, pas du tout. Je suis chrétien et il n'y a pas d'amour perdu entre nous deux. Ici, sous les yeux attentifs de l'armée libanaise, venue prévenir toute violence, c'est la peur et l'inquiétude qui règnent. Toutes les lumières sont dans le rouge. Je crois qu'on va passer par une très mauvaise période. La situation est chaotique. Rien n'indique que nous allons vers le mieux. De l'autre côté de la ville, les chiites, qui ont fui les régions bombardées par Israël dans le sud, sont eux très en colère. Ma fille est fatiguée, elle a commencé à crier, il y avait des obus tout autour de nous. On était là à les regarder tomber, paralysés. On ne pouvait ni avancer ni reculer en voiture. On dort dans la rue, ça fait 5 jours que je suis sur la route. On est tétanisés, on a échappé à la mort plus de 5 fois. Notre ennemi est criminel, c'est un assassin sans cœur. Dieu et le Coran nous les ont envoyés, le Hezbollah vaincra, on tiendra bon. Un pays divisé dans l'incertitude, en perdant la figure principale du Hezbollah, force politique importante au Liban, le pays retient son souffle face aux tensions. Laurent Bourcalter, une question domine ce soir. Que peut-il se passer maintenant ?
Et oui, tout dépend effectivement des réactions des 3 grands acteurs dans ce conflit. Tout d'abord, le Hezbollah, affaibli, décapité, il déclare qu'il va poursuivre le combat. Alors c'est vrai qu'il dispose encore de milliers de combattants, même si plusieurs cadres ont été tués récemment, et que surtout, il peut disposer encore de missiles capables de frapper les villes israéliennes. Mais va-t-il les employer? La riposte d'Israël serait dévastatrice. Le deuxième grand acteur, c'est évidemment l'allié du Hezbollah, l'Iran. Son guide suprême, Ali Khamenei, a lancé un appel à la vengeance contre Israël. Mais il a aussi déclaré que ce serait le Hezbollah, avant tout, qui déterminerait le destin de la région. Ça veut dire qu'il préfère laisser le soin d'une riposte aux milices chiites du Proche-Orient plutôt que de se lancer dans une guerre ouverte contre Israël, une guerre qu'il perdrait. Enfin, que va faire Israël ? Au-delà, comme on l'a vu, de menacer l'Iran. Sans doute qu'il va continuer ses frappes contre le Hezbollah jusqu'à l'anéantir. Mais prépare-t-elle aussi une opération terrestre au Liban, comme l'a suggéré son chef de l'armée? Il y a un risque à cela, se retrouver coincé sur un nouveau front, alors que sa guerre contre le Hamas à Gaza n'est pas encore terminée. Marine Le Pen est accusée de fraude d'emploi. Elle passait devant les tribunaux français. Si elle est reconnue coupable, elle ne pourrait pas se représenter à l'élection présidentielle de 2027. Le reportage de la RTS. Marine Le Pen, à son arrivée au tribunal de Paris, la chef de file du Rassemblement national risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende et surtout une peine d'inéligibilité de 10 ans, de quoi réduire à néant ses ambitions présidentielles. Alors j'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire, en quelque sorte, du Parlement européen. Marine Le Pen, ainsi qu'une vingtaine d'autres cadres du Rassemblement national, accusés d'avoir détourné des fonds du Parlement européen. La justice soupçonne un système d'emploi fictif, des collaborateurs du parti payés au titre d'assistants parlementaires, des collaborateurs qui pour certains n'auraient jamais mis un pied au Parlement européen, comme le cas emblématique de l'ancien garde du corps de Marine Le Pen, payé avec l'argent de Bruxelles. Les préjudices qui se seraient déroulés entre 2004 et 2016 s'élèvent à au moins 3 millions d'euros. Marine Le Pen n'est pas seule à la barre des accusés, mais c'est sans doute pour elle que l'enjeu est le plus important, un enjeu politique. Ce procès pourrait lui barrer la route vers l'élection présidentielle de 2027. Durant 2 mois, les audiences vont se succéder avec le risque d'écorner l'image d'un Rassemblement national arrivé aux portes du pouvoir en France. Marine Le Pen a fait savoir qu'elle comptait se rendre autant que possible face aux juges dans un procès où se jouera sans doute une partie de son avenir politique. Aux États-Unis, la tempête Hélène a fait de nombreuses victimes. Les villages sont méconnaissables, ils sont sous plusieurs mètres d'eau. Le reportage de la RTS. Des villes entières complètement dévastées. Ici à Asheville, on n'avait jamais connu pareille catastrophe. Les rues sont méconnaissables après le passage de l'ouragan Hélène. Dans les zones encore accessibles, les habitants se mobilisent pour réparer les dégâts. C'est indescriptible, je ne sais pas, c'était juste couvert de détritus, d'arbres, de boue et c'est malodorant. C'était comme ça tout le long de la rue jusqu'ici. On dirait le fond d'une rivière. Le bilan humain est lourd. Plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie. L'ouragan Hélène a d'abord touché terre en Floride jeudi soir pour ensuite se diriger en Caroline du Nord en détruisant tout sur son passage. Les maisons, les routes et les antennes de téléphonie sont détruites. Des millions de personnes sont privées d'électricité. Face à la catastrophe, Joe Biden promet une aide rapide. Il ne s'agit pas seulement d'une tempête catastrophique, mais d'une tempête qui marquera l'histoire. Les autorités des États concernés ont déclaré l'état d'urgence fédéral. Avec le changement climatique, les ouragans de cette puissance risquent de devenir plus fréquents. À Genève, cela fait plusieurs jours qu'une partie des communes sont sans eau potable après la fuite d'une des plus grosses conduites d'eau. Des milliers d'habitants se retrouvent à devoir aller chercher de l'eau à des points d'eau potable. Le reportage de la RTS. Des fontaines reliées aux bornes d'incendie, des matelas remplis d'eau potable, une vingtaine de points d'approvisionnement comme ceux-là ont été installés pour que les habitants viennent y faire le plein d'eau. Je viens d'ouvrir le robinet, elle est vraiment blanche, alors je préfère aller au naturel. J'ai voulu remplir mon eau au camping et on m'a dit non, faut pas, donc faut venir ici. Et j'étais informé qu'il y avait ces ballons qui étaient là pour nous satisfaire en eau.
Depuis la rupture d'une canalisation ce week-end, de l'air s'est infiltré, rendant l'eau potentiellement impropre à la consommation. 13 communes de la rive gauche sont touchées, soit très partiellement comme Genève ou complètement comme Hermance. Beaucoup d'habitants déplorent un manque de communication. Depuis 3h35 du matin, il y avait déjà ce problème et on l'a appris incidemment par Facebook. Vous avez appris comment que l'eau n'était pas potable? C'est par mon beau-fils au Portugal. J'ai appris ça grâce aux réseaux sociaux, des informations qui sont passées, notamment aussi sur WhatsApp entre personnes et habitants sur Tonnerre. Moi, j'ai pas su jusqu'à ce matin, donc j'ai rempli toutes mes bouteilles d'eau pour partir et en fait, là, je suis en train de toutes les vider pour avoir de la bonne eau. Les services industriels de Genève admettent que la communication a été lente. Il y a beaucoup d'actions à réaliser avant d'arriver sur le sujet de la communication. Avec le recul, il est vrai que nous aurions pu être plus rapides dans la communication et nous allons prendre ça en compte pour les prochains événements. Si les premiers résultats des analyses d'eau sont encourageants, d'autres sont toujours en cours. Et en attendant, les SIG recommandent de ne pas consommer l'eau avec un aspect anormal. Et si elle est transparente, alors il faut la faire bouillir avant de l'utiliser. C'était il y a 30 ans, plus de 70 victimes à travers la Suisse, la France ou le Québec. Elles avaient été tuées à la secte du Temple solaire. Aujourd'hui, un podcast leur rend hommage. Le reportage de la RTS. Sans précédent en Europe, s'est joué la nuit dernière. 74 morts dans une série de tueries et de suicides collectifs. L'ordre du Temple solaire provoque une onde de choc internationale dès 1994, lorsque des dizaines de corps sont retrouvés dans des chalets de Chéry et de Salvan. Ces silhouettes sont censées représenter les frères aînés de la Rose-Croix qui quittent notre planète. 3 journalistes se sont replongés dans l'histoire de cette secte depuis la Suisse, la France et le Canada. Bonjour. Cette histoire est intéressante à raconter aujourd'hui parce que même si elle a eu lieu il y a 30 ans, elle fait écho avec énormément de dérives sectaires qui ont lieu aujourd'hui et qui sont sur les mêmes thèmes qu'il y a 30, 40 ans. On a été manipulés à 100%. Pas Jody ou en gros. D'abord, on faisait des méditations qui duraient des heures, puis on avait faim, on jeûnait, puis c'était au milieu de la nuit, on était un peu comme ça, on avait un peu perdu sûrement notre sens critique et notre discernement, mais c'était ce qui plaît. Pour diffuser des auditions de police ou des écoutes téléphoniques, il était indispensable de transformer radicalement les voix, tout en gardant le ton d'origine. Toutes ces archives, c'est des vraies personnes qui ont traversé des choses horribles, et qui avaient une émotion sur le moment. Donc leur hauteur de voix, la manière dont la mélodie s'inscrit dans le parler, fait qu'on a essayé de conserver ça. Retracer cette histoire permet surtout de comprendre comment des dizaines de personnes, venues parfois prendre de simples cours de yoga, ont pu glisser dans ce cercle mortifère. Et il a dit maintenant, on formait un cercle. Vous avez des amis comme vous, et puis comme ça, on est entre nous. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il y a déjà 30 ans, un Luc Jouret, finalement, est un peu un influenceur avant l'heure. Il a compris qu'il fallait créer des contenus et les disséminer le plus possible. Bonsoir Fanny Moyer. Bonsoir. Vous signez ce podcast avec Gauthier Renaud, un podcast tristement fascinant, Soleil Noir, disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes. D'abord, vous avez eu accès à des documents inédits, on peut le dire. Ah oui, clairement inédit. Et finalement, c'est un petit peu ça qui nous a donné envie de faire ce podcast, parce que la secte, les gourous ont filmé en fait les adeptes et eux-mêmes depuis le tout début de la première communauté de la fin des années 70 jusqu'à 94 et les derniers jours avant la fin tragique qu'on connaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une masse vraiment de vidéos, d'audio. On a eu plus de 400 heures, mais on peut vraiment comprendre cette dérive, en fait, le discours qui change, les gens qui arrivent dans cette communauté avec des envies louables d'écologie, d'agriculture biologique, de se soigner autrement, et qui peu à peu va être perverti, ce discours, par les deux gourous. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire, des gens intelligents, cultivés, quelqu'un dit, je crois, formidables, remarquables, et on ne comprend pas, en fait, cette dérive.
Alors si, en les écoutant, finalement, on comprend parce qu'on s'identifie. Finalement, quand on écoute un Luc Jouret qui était très charismatique, son discours est assez mainstream maintenant. Il dit que la Terre est malade de l'homme, que si on veut régler la pollution, il faut changer notre mode de vie. Donc tout ça est finalement très cohérent. Et en fait, le facteur argent va quand même les amener vers la fin parce que des adeptes qui vont être plus lucides au bout de ce processus vont commencer à leur poser des questions, à réclamer leur argent. Et c'est là que, en fait, commence l'engrenage mortifère de tuer ceux qu'ils appelaient les traîtres et eux de se suicider. Oui, parmi les gourous, Jody Mambro. Alors quand je disais c'est fascinant, on entend ses prêches, sa voix, avec son accent du Sud. C'est pas très charismatique au fond, il y a quelque chose d'assez fou d'entendre ça, quoi. Oui, il est clairement beaucoup moins charismatique qu'un Luc Jouret, mais je crois qu'il était vraiment un manipulateur hors pair. Il savait repérer les failles des gens. Il y a d'ailleurs le témoignage d'une ancienne adepte dans une audition de police qui est exclusive, qui explique qu'elle l'a rencontré au décès de son père, banquier genevois, et qui lui a dit « Votre père avait un destin formidable, il était Rose-Croix, tout cet argent qu'il vous lègue, finalement, il faut que vous continuiez sa mission. » Et voilà, elle, c'est par son père et ce manque qu'elle avait de père qu'elle est rentrée dans la communauté. Vous dites quelque chose d'assez frappant, ça fait écho aux influenceurs d'aujourd'hui, aux réseaux sociaux. On peut aller jusque-là, vraiment ? Moi, vraiment, ce qui m'a frappée en écoutant ces archives, c'est ça, c'est l'écho que ça a avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a 30 ans, ça a fait la une, les sectes, et qu'aujourd'hui, on n'en parle plus tant que ça, alors que les dérives sectaires sont toujours là, l'emprise, la radicalisation, c'est vraiment quelque chose qui se passe, mais maintenant, en fait, c'est virtuel, c'est sur les réseaux, comme vous le dites, et on peut se radicaliser tout seul devant un écran en écoutant des gourous 2.0 qui veulent nous emmener vers voilà, le djihad, par exemple, c'est une forme de radicalisation qui reprend ces mécanismes de l'emprise qu'on voit à l'œuvre dans l'OTS. Ouais. Merci beaucoup, Fanny. Soleil Noir, un podcast dès aujourd'hui sur toutes les plateformes. C'est effectivement tristement passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Cela fait un demi-siècle que l'homme n'a pas posé le pied sur la Lune. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi près de le refaire avec les habitants sur la Lune. Mettre la Lune en boîte pour simuler sa reconquête, c'est l'objectif de l'immense installation qui vient d'être inaugurée à Cologne. Chaque fois quand je rentre ici dans Luna, ça me laisse rêver. Rêver parce que je me sens déjà à moitié sur la Lune. 900 tonnes de roches de Norvège ou de l'Etna, concassées pour reproduire le régolithe, cette fine poussière abrasive qui complique toute manœuvre sur la Lune et s'infiltre partout. Un soin apporté à l'éclairage aussi. Les astronautes Apollo allaient sur l'équateur de la Lune. Donc là, c'était un terrain plat et il y avait plein de lumière. Maintenant, le but, c'est d'aller dans les zones polaires. Parce que là, on espère de trouver de l'eau dans les cratères. Donc il faut avoir un terrain comme celui-là pour nous préparer. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ombre et c'est très compliqué de marcher dans ce terrain-là. Une marche qui sera plus entravée encore par un autre équipement. Ici, on a une maquette de scaphandre lunaire qui est utilisée par la NASA pour leur test opérationnel, qu'on va utiliser dans Luna et qui simule les limitations de mouvement qu'on peut avoir dans un scaphandre lunaire et leur capacité ergonomique. On voit par exemple ici les épaules qui sont articulées au niveau des bras. Et ça permet aux personnes qui sont à l'intérieur de se retrouver dans des conditions similaires à celles qui seraient dans un scaphandre lunaire sur la Lune. Et pour simuler la gravité qui est 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre, les pseudo-astronautes seront suspendus au plafond avec d'immenses élastiques. On voit ce système ici sur la maquette de Luna. Enfin, les ingénieurs ont trouvé une parade technologique pour dépasser le volume limité du bâtiment. Grâce à la réalité augmentée, comme les lunettes que vous portez, que porteront les astronautes dans Luna, on peut faire apparaître des objets qui n'existent pas dans Luna, tels que le Starship, qui est la fusée qui emmènera les astronautes sur la Lune et les ramènera, ou aussi l'atterrisseur européen Argonaut. Et grâce à la réalité virtuelle, on peut aussi rendre l'horizon infini dans ce bâtiment. Avec cette installation unique par sa taille, l'Europe espère se placer stratégiquement en tant que partenaire fiable dans cette nouvelle course à la Lune. C'est une pièce à l'édifice. Il faut bien voir, il y a une grande compétition en termes d'accès à la surface de la Lune. Chacun s'y prépare avec ses forces
L'Europe répond notamment par ce nouveau centre d'essai. Et je souhaite que tous nos partenaires internationaux, dont les Américains, l'utiliseront. Et à Cologne, on ne perd pas de temps. Simulation avec l'Argonaut, l'alunisseur de service européen qui sera lancé en 2031, puis premiers exercices avec des robots en tout genre, car la Lune, elle non plus, n'attend pas. Olivier Dessibourg, c'était votre reportage. Alors, Objectif Lune, c'est le titre de notre série de reportages toute cette semaine. Cette course à la Lune, d'abord dites-nous quels sont les acteurs principaux. Oui, alors ils sont différents d'il y a 50 ans. Souvenez-vous, Russes contre Américains, avec au total 12 hommes qui ont foulé le sol lunaire entre 1969 et 1972. Et depuis, plus rien. Alors cette fois, le concurrent, c'est surtout la Chine. Une Chine qui vient de réussir l'exploit de ramener des échantillons de la face cachée de la Lune avec une sonde, comme on le voit derrière moi sur les images. Et une Chine qui assure qu'elle y marchera d'ici 2030, sans toutefois qu'on sache encore comment. Les États-Unis, eux, alliés à l'Europe et au Japon, ont une feuille de route en 3 temps. D'abord, construire une station spatiale autour de la Lune, ensuite, depuis là, faire des allers-retours sur la Lune et enfin y installer une base permanente. Alors on verra quelle stratégie sera la meilleure. Olivier, on se permettra de poser la question, quelles sont les raisons, au fond, pour retourner sur la Lune? Oui, il y en a plusieurs. Géopolitique, d'abord, c'est une question de prestige pour montrer de quoi on est capable. Économique, il y aurait là-haut des ressources qu'on pourrait utiliser ensuite sur la Terre, dans le domaine de l'énergie notamment. Mais tout ça reste très hypothétique et le modèle d'affaires reste à établir. Objectif scientifique aussi. La Lune reste mal connue et l'étudier in situ permettra de détailler l'histoire du système solaire. Un but exploratoire ensuite avec la Lune comme tremplin pour conquérir Mars. Et enfin, certaines technologies novatrices développées pour l'espace peuvent aussi être utilisées sur la Terre. Et certaines le sont d'ailleurs déjà, par exemple, pour le recyclage des déchets humains. Et c'est aussi de ces aspects utiles et concrets dont on va parler cette semaine dans cette série. Bah oui, on se réjouit. Merci beaucoup, Olivier. La fête des vendanges battait son plein ce week-end en ville de Neuchâtel. Notre premier numéro du Petit Neuchâtel vous y emmène, c'est mon reportage. En ville de Neuchâtel ce week-end, la fête des vendanges battait son plein. Parmi les attractions, l'une a attiré le regard de tout le monde, la tour Mayer, ou Lion Tower. C'est une chute libre de 89 mètres de haut qui vous attendra et une vue à 360 sur Neuchâtel. Parmi les autres classiques, il y avait bien sûr le chaos, le breakdance, la sauterelle et le coco-bongo. Si quelques incidents auraient pu se produire, rien de très grave. La fête des vendanges, c'est aussi son corso fleuri et ses feux d'artifice le samedi soir, un spectacle de 30 minutes. On vous laisse sur ces images. Aujourd'hui, notre deuxième partie du Petit Neuchâtel vous emmène au musée d'ethnographie, voir l'exposition Cargo Cult Unlimited. Arnaud Di Domenico et Thomas Sikorowski s'y sont rendus. Bonjour et bienvenue au musée d'ethnographie de Neuchâtel, aussi appelé le NEN. Nous sommes donc actuellement sur la colline de Saint-Nicolas avec la villa de Purie juste à côté de nous. Ce musée a été ouvert depuis 1904. Il est d'ailleurs très connu par son parc de plus de 8000 mètres carrés avec des fameux séquoias géants qu'on peut voir ici. C'est un musée très réputé dans le monde de l'ethnographie. L'ethnographie, c'est-à-dire l'étude des groupes humains. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'exposition temporaire Cargo Cults Unlimited qui a été scénographiée par le scénographe d'autres expositions de la ville de Neuchâtel, Raphaël von Allmen. Situé sur la colline de Saint-Nicolas, le musée d'ethnographie est un symbole pour la ville de Neuchâtel. Car oui, l'ancienne partie du bâtiment était la villa de Purie, appartenant justement à cette riche famille neuchâteloise. Elle a été léguée au canton, en fait plus à la ville, entre juillet et août 1904, ce qui a abouti à l'ouverture du nouveau musée d'ethnographie. Nous allons donc maintenant rencontrer le scénographe de l'exposition, Raphaël von Allmen. L'interview arrive tout de suite. Bonjour Raphaël von Allmen, vous êtes le scénographe et le designer de cette exposition Cargo Cults Unlimited. Déjà, on va commencer par le commencement. C'est quoi le travail d'un scénographe ?
Alors bonjour, le travail d'un scénographe, c'est de mettre en espace les idées d'un musée ou d'un commissaire d'exposition. D'accord. Et donc pour la deuxième question, qu'est-ce qui est intéressant dans les expositions pour un musée d'ethnographie? Alors pour un musée d'ethnographie, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on s'intéresse à des sujets qui concernent l'humain, donc nous-mêmes, et puis que d'un projet à l'autre, on est dans des univers, des questionnements très très différents, ce qui est riche à vivre et à réfléchir. D'accord. Et comment présenter en quelques mots cette exposition qui aborde un thème très large de l'économie mondialisée, Cargo Cults Unlimited? Alors en quelques mots, c'est pas facile, mais c'est une exposition qui parle de l'économie. Et on a travaillé sur 2 étages. Un étage où on s'occupe plus de choses matérielles. On a mis ça en scène dans des sortes de containers en carton. Et puis un autre étage où on est plus dans des choses de l'ordre du flux et de la gestion immatérielle, où on est plus dans des sortes de bureaux. D'accord. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on pourrait dire à peu près combien de personnes travaillent à la conception d'une exposition telle que celle-ci? Alors beaucoup, il y a un tableau de remerciements à la fin de l'exposition qui donne un peu l'échelle du nombre de gens impliqués dans des processus comme celui-là. Et puis ça dépend jusqu'où on considère que les gens sont impliqués, mais si on prend même les gens de l'accueil, de la cafétéria, on arrive vite à une centaine de personnes, je dirais. Eh bien, ça fait un grand nombre, une très belle exposition à voir jusqu'à la fin de l'année, donc Cargo Cults Unlimited. Merci. Ouais. La spécialité de cette exposition, c'est qu'en fait, elle reflète toute l'immense diversité des différents commerces à travers le monde. Par exemple, avec le container juste derrière moi, nous nous intéressons au Computers Village, le plus grand marché d'ordinateurs d'Afrique. Venez avec moi. Ici, au Nigeria, dans cet immense marché aux ordinateurs, toutes les pièces de ces appareils électroniques sont réparées et réassemblées pour en créer des nouveaux destinés à la population africaine. Au deuxième étage, nous avons plus l'occasion de voir la partie immatérielle du commerce. Dans les escaliers, notre petit guide Karl Marx. Cette salle, donc à l'étage, parle du commerce autant légal que illégal des poissons à travers le monde. La salle de contrôle du port revisite en images certains dispositifs présentés au rez-de-chaussée de l'exposition. Dans cette salle, nous abordons les aspects illégaux du commerce international. L'exposition est un véritable labyrinthe car la diversité de tous les conteneurs est immense. A noter que l'exposition secondaire du musée d'ethnographie Ksai Ksai se trouve au sous-sol et est disponible jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà, c'est ce qui met fin au téléjournal de TV 2000. Merci de l'avoir regardé. Merci à toutes nos équipes et à bientôt.